Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire et cette semaine, j'ai le grand bonheur de recevoir Maxime Landry. Bonjour Maxime, comment ça va? Ça va très bien, merci toi. Ben oui, ça va super bien et j'ai envie de te présenter. Il y a peut-être quelques personnes qui ne connaissent pas à travers le Canada. Tu as remporté en 2009 Star Academy. Oui, ça a été pour moi, cette aventure-là, c'est ce qui m'a fait connaître en fait. Je savais que j'aimais ce métier-là depuis longtemps. J'ai commencé à 12 ans à faire de la musique, puis je me suis dit, je vais tout faire pour y arriver, pour faire ce métier-là dans la vie. Et c'est à 21 ans, ma première audition à Star Academy, que c'est arrivé, que tout a commencé. Et tu as commencé, il y a quelques années, à écrire tes propres chansons. Oui, c'est ça. Ben, en fait, mon premier album en 2009, comme Star Academy, c'est les gens, c'est le public qui m'avait voté, qui avait voté pour moi, qui m'avait choisi. Donc, j'avais fait une espèce de concept Vox Pop où j'invitais les gens à voter pour leurs chansons. Donc, mon premier album est un album de reprise. Le deuxième, c'est un album original que j'ai travaillé avec Linda Lemay, que j'ai toujours aimé. J'ai toujours aimé sa plume, sa façon d'écrire, sa façon de raconter des histoires et très imagé, sa manière d'écrire et j'aime ça. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire des chansons en travaillant avec elle. J'avais déjà des cahiers avec plein de thèmes, plein de sujets, mais j'avais jamais réussi à terminer une chanson pour vrai et j'avais jamais endisqué une chanson pour un album et c'est arrivé avec le deuxième et c'est là que j'ai attrapé cette piqûre-là pour l'écriture et je me suis dit, le prochain, il y a eu un album de Noël entre les deux, mais le quatrième album, c'est un album de mes propres chansons, de mes compositions. Et c'est là, j'ai vraiment découvert une passion et j'ai été un bout de temps que j'écrivais une chanson par jour. Je m'étais comme lancé une espèce de défi. Il y a des affaires qui sortiront jamais puis que Dieu merci. Mais quand même, ça me faisait créer, ça me faisait écrire. Et le livre, c'est un peu ça. J'ai écrit un roman et c'est parti d'une chanson, tout ça. Ben oui, c'est ça, Journal d'un disparu. Oui, exactement. C'est mon premier roman. J'espère que ce sera le premier d'une série. En fait, je suis déjà en train de travailler sur le deuxième. Comme je te disais, moi, je trippe dans ce milieu-là. C'est un milieu que j'ai appris à découvrir les derniers mois. Et j'aime vraiment ça. J'aime vraiment ça parce que avec l'écriture de chansons, c'est sûr qu'on a on a des balises à respecter. On peut pas, tu sais, ça prend 3 minutes. Faut pas dépasser 2 couplets, un refrain. Il y a certaines choses qu'on doit respecter qu'on n'a pas nécessairement à respecter avec le roman. Puis c'est un peu pour ça que Journal d'un disparu, c'est parti d'une chanson, c'est parti d'un thème sur le suicide. En fait, je raconte c'est l'histoire d'un homme qui s'enlève la vie et qui tient un journal 1 an après son décès, donc le jour 1 du livre. C'est la date où cet homme-là s'enlève la vie. Donc, j'avais tellement de choses à dire sur ce sujet-là, c'était impossible pour moi de ramener ça à une chanson, de faire 3 minutes avec ça, c'était complètement impossible. Donc j'ai décidé de pousser ça un peu plus loin et de voir où ça pouvait mener et ça a donné un roman. Pour les gens qui ne savent pas, tu as perdu ton papa à l'adolescence par suicide. Oui, exactement. J'avais 16 ans quand c'est arrivé. C'est sûr que ça change une vie, mais tu sais, à 16 ans, jeune adolescent, je comprends pas trop ce qui se passe. Ça a été une année extrêmement difficile et pas juste pour moi, pour ma famille au complet. On est 4 enfants chez nous. Mes parents ont eu 4 enfants en 5 ans. Et là, je veux juste vous dire que ma mère est assise juste à côté de moi. Elle est en visite de la Beauce, donc elle écoute ce que je suis en train de dire en ce moment. Ils ont eu 4 enfants en 5 ans. Donc, quand c'est arrivé, j'ai pas besoin de vous dire que moi, j'étais le deuxième. J'ai 16 ans. Donc, on est tous des jeunes adolescents. On se cherche un peu. On vient de perdre notre modèle parental. On vient de perdre la figure masculine. Du père masculine dans la maison. Donc, ça a été vraiment une année extrêmement difficile. Et pour moi, parce qu'aujourd'hui, j'ai 27 ans, ça va faire 12 ans que c'est arrivé. Et de revivre cette année-là à 27 ans, parce que j'ai carrément décidé, en écrivant ça, de me replonger dans l'esprit dans lequel j'étais, même si c'est pas moi le narrateur, même si le personnage est celui qui s'est enlevé la vie. C'est quand même à travers ma plume, à travers ma manière de voir ces choses-là que j'ai écrit le roman. Donc, de revivre cette année-là à 27 ans, avec du recul, avec un peu plus de maturité, ça a fait du bien. Ça a été vraiment tout un exercice. Ça a été une thérapie. Beaucoup de choses en toi? Ben, c'est sûr. Ça, sûrement. C'est sûr, parce que, tu sais, quoi que c'est très romancé, il y a plein de choses là-dedans qui sont complètement inventées autour du personnage principal. C'est sûr que le personnage principal,
c'est mon père. C'est mon père que j'avais envie de dépeindre à travers... il porte le même nom, il s'appelle Bertrand. C'est un restaurateur facteur comme mon père était. Un homme qui était généreux, qui était aimé de tout le monde. Donc, c'est sûr qu'à chaque fois que j'écrivais, à chaque fois que je pensais au personnage principal, ben je revivais plein de choses. Mais en même temps, il n'y a pas une journée où je pense pas à lui non plus. Donc, c'était pas comme si tout d'un coup, je me rebalançais en pleine figure des souvenirs de mon père. J'en ai toujours eu, j'en aurai toujours, tu sais. Mais oui, ça a été quand même difficile de revivre ça, mais avec du recul, une fois que c'est passé, une fois que maintenant le livre est sorti, que les gens, ceux qui l'ont lu, qui viennent me voir dans les salons du livre et tout ça, me racontent leur histoire à eux. Tu sais que c'est comme dans tout, quand tu sens que t'es pas tout seul à vivre. Je savais que j'étais pas tout seul à avoir perdu mon père de cette façon-là. Je savais que malheureusement, j'étais pas le dernier non plus à qui ça arrivait. C'est un peu pour ça que j'ai décidé de le faire. C'est pour ouvrir la discussion, pour qu'on en parle, pour que ça arrête d'être tabou. Parce qu'on n'avait carrément jamais parlé de ça avant que le livre sorte. On n'avait jamais parlé à la maison, puis tout ce qu'on faisait, c'était des constatations. Tu sais, à un moment donné, dans le livre, je parle du premier Noël, où il y a personne qui ose s'asseoir dans la chaise du personnage qui s'est enlevé la vie. C'est comme s'il était encore là avec sa famille, puis personne s'en parle. Tout le monde a juste un petit regard vers le fauteuil qui est vide et personne dit un mot là-dessus. Mais c'était comme ça chez nous. C'était tabou, puis on n'en a jamais parlé. C'est ça qui a fait en sorte, c'est ce qui a été l'élément déclencheur de ce livre-là, en fait, de vouloir le rendre sur les tablettes, parce que même une fois qu'il a été écrit, je savais même pas si j'allais en faire quelque chose, si j'allais... Non, parce que il y avait des choses qui étaient très personnelles là-dedans, puis c'est justement... quand j'ai envoyé des écrits à ma mère, qui m'a dit « Tu devrais faire quelque chose parce que ça peut aider des gens », mais c'est ça qui a fait que je me suis dit « Oui, peut-être », puis je pensais à un paquet de choses aussi qui me sont arrivées dans les dernières années parce que est-ce que j'ai le temps? T'as-tu une pause? T'as-tu quelque chose? Parce que quand je pars à parler, j'arrête pas. C'est correct, t'as encore du temps. OK, c'est bon. On a une heure avec toi, fait que t'as le temps de t'épancher si tu veux, Maxime, il n'y a pas de problème. OK, ben, je suis en train de dire que quand c'est arrivé, quand c'est sorti pour l'histoire de mon père, moi, j'étais à l'académie, puis j'étais en cours avec Patrick Huard, un cours d'interprétation de chansons. J'étais en mise en danger dans le gala du dimanche qui allait suivre, et ça fait un petit bout de temps que je suis là, j'oublie qu'il y a des caméras autour, ça fait 3 semaines à peu près que je suis à l'académie. Donc, les caméras autour qui sont autour du piano, accrochées au plafond, j'y pense plus. Je parle à Patrick Huard, je fais mon cours, puis j'ai choisi de chanter Ne t'en va pas, une chanson de Linda Lemay à mon gala de mise en danger. Évidemment, c'était un clin d'œil que j'avais envie de faire à mon père. Et il y a un couplet en particulier que je voulais faire plus que l'autre parce qu'on devait faire un découpage de la chanson. On fait jamais la chanson au complet. Et il me demande pourquoi j'ai choisi ça, puis pourquoi j'ai choisi la chanson aussi, parce qu'il dit c'est pas une chanson à voix. Je sais que tu peux faire une chanson à voix. Moi, je voulais avoir la belle chanson à texte de Linda qui représentait tellement pour moi. Et j'ai fini par lui dire que mon père s'était enlevé la vie, et à ce moment-là, j'avais aucune idée de la bombe qui venait d'exploser. C'est ma mère, dans ces semaines-là, qui ont suivi, en fait, dans les jours qui ont suivi, elle a fait à peu près 200 entrevues là, pour raconter cette histoire-là, puis moi, j'étais pas conscient de ça, parce qu'on est enfermé, on a 1 minute pour parler à notre famille et tout ça. Donc, j'étais un peu... en fait, j'étais vraiment fâché que ça sorte comme ça. Puis je suis sur scène au gala du dimanche, et moi, je pense qu'il n'y a rien qui s'est passé, et tout d'un coup, devant 3 millions de personnes, on envoie un résumé de ma semaine, et première affaire qu'on voit, c'est moi qui dis « Ben, mon père s'est suicidé ». Et c'est live, on est en direct, je sais plus quoi faire, j'ai failli sortir de scène tellement j'étais fâché. Et ça a été difficile parce qu'en sortant de là, toutes mes entrevues commençaient en disant on était avec Maxime Landry, toi, ton père s'est enlevé la vie. Puis je disais oui, mais tu sais, j'essaie de passer à autre chose, j'essaie de faire mon deuil là-dessus, moi aussi. By the way, je viens de sortir un album, est-ce qu'on pourrait en parler? Tu sais, j'étais pas prêt à vivre ça, j'étais pas prêt à en parler. Et plus tard, je suis parti en tournée, puis à un moment donné, il y a Linda Lemay qui a écrit la chanson Cache-Cache pour moi par rapport à mon père. Très belle chanson. Ah, c'est une chanson extraordinaire, c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai reçus dans ma vie, puis évidemment, je la faisais en spectacle. Je commençais mon spectacle avec ça, et je fermais le spectacle aussi avec une version acoustique, seulement moi au piano de cette chanson-là. Et un soir, après 200 spectacles, il y a un homme qui est venu me voir et qui me dit... Je pensais pas
un soir, je pensais pas revenir chez moi, je pensais pas revoir mes enfants, j'avais décidé d'en finir, j'étais tanné. Et c'est ta chanson qui est partie à la radio. Et aujourd'hui, je suis là à ton spectacle pour te le raconter. J'ai pensé à toi, puis je me suis dit que jamais j'allais faire vivre ça à mes enfants parce que je t'avais entendu raconter ce que ça t'avait fait de perdre ton père de cette façon-là. Wow, j'en ai des frissons. Non, ben à chaque fois, j'arrête pas de la raconter parce que quand je dis que j'ai fait ça pour les gens, puis c'est pas prétentieux ce que je dis. Je suis pas en train de dire que je vais sauver le monde. C'est pas ça, mais juste cette personne-là à qui je sais concrètement que ça a changé quelque chose dans sa vie, la chanson Cache-Cache, et le fait que j'ai parlé du suicide de mon père, je sais que ça a sauvé sa vie à lui parce qu'il me l'a dit. Mais moi, je suis convaincue que ton journal d'un disparu va aider des gens qui sont peut-être sur le point de flancher en leur disant que tout ce qu'ils peuvent perdre, qu'ils peuvent passer à côté en se suicidant, là. Ah, je le souhaite tellement. C'est tellement pour ça que je l'ai fait. Puis en même temps, c'est pas un roman qui... C'est pas sombre, c'est pas noir. Pas tu l'as lu, c'était la lumière que je voulais qu'il... Puis c'était le goût de vivre que je voulais qu'il ressorte de cette histoire-là, tu sais. C'est positif, c'est que du positif. Il y a un passage où le personnage assiste à ses funérailles. Tu peux pas avoir rien de plus dark que ça, de plus intense et émotionnellement que des funérailles, tu sais. Mais ce qui ressort de ce chapitre-là, c'est l'amour, c'est la famille qui est là tous ensemble, qui se soutiennent, puis tout ça pour dire que dans chaque situation, il y a toujours un côté où, on se le dit toujours, on ne faudrait pas attendre à Noël, faudrait pas attendre qu'il arrive des choses comme ça pour se voir, mais c'est ça, que je voulais qu'il ressorte par-dessus tout, avec ce livre-là. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi de le faire, puis c'est pour ça que à ce moment-là quand ce père de famille-là m'a dit ça, puis c'est un gars qui avait l'air tough, le pourvoyeur, le père de famille qui travaille fort. Puis il m'a fait penser vraiment à mon père, qui travaillait jour et nuit pour faire vivre sa famille, puis pour qu'on soit heureux, qu'on ait toit sur la tête. Puis c'est vraiment ça qui m'a fait penser, Puis je me suis dit qu'à partir de ce moment-là, plus jamais j'allais refermer la porte sur ce sujet-là. Puis qu'à chaque fois que j'allais en avoir l'occasion, j'allais parler de mon histoire, j'allais raconter le suicide de mon père. C'est là que j'ai décidé le roman. Oui, je le publie. Ça se peut qu'il y ait quelqu'un d'autre à un moment donné qui vienne me voir. Puis déjà, il y a des gens qui viennent me voir pour me raconter leur histoire, puis leur dire que ça a fait du bien. Fait que moi, c'est mission accomplie. C'est comme si mon père qui poursuivait cette mission-là, d'en haut. Fait que ça me fait plaisir. Si tu me permets, Maxime, on s'arrête et on continue de parler au retour de Journal d'un disparu. Oui.